Quand tu veux. Un, 2, 3, c'est parti. Salut Clément, Salut Martin, bienvenue. merci. Très heureux de t'accueillir ici dans nos bureaux à Paris. De même. C'est la première fois qu'on se rencontre, mais j'ai entendu parler de toi et en bien. Tant mieux, c'est toujours mieux que l'inverse. Ouais, voilà. Je pense que j'ai entendu parler de toi via certains de tes clients qui sont passés par ta société. On va y revenir juste après. Mais avant justement que tu nous en dises un peu plus sur toi et ce que tu fais aujourd'hui dans la vie, j'ai une question. Qu'est-ce que tu as prévu de faire quand tu seras à la retraite? Ouf, tu veux dire tout ce que j'ai prévu pour... Tu vas me gagner une retraite ou ce que j'ai prévu de faire de mes journées à la retraite? Quand tu as 80 ans, qu'est-ce que tu vas faire de tes journées? Oula, c'est une question hyper difficile ça, Martin, je n'étais pas du tout préparé. Je sais pas, tu vois, je pense lire, j'imagine passer du temps avec ma famille. J'ai toujours une grande passion pour l'aéronautique, donc tu vois, peut-être, j'espère être encore suffisamment en forme pour continuer à faire des trucs là-dessus. Notamment, tu vois, j'ai des planeurs ou des avions radiocommandés électriques. Donc, Ouais, ok. ça, c'est un truc que j'aime bien, tu vois, ça mixe un peu de modélisme, un peu d'ingénierie et puis un peu de vol, donc c'est cool. Donc, T'as le brevet des pilotes? non, pas encore. C'est un truc que j'aimerais T'as bien prévu de faire. passer? Disons que j'aimerais bien le faire. Génial. Je suis toujours un peu dubitatif parce que tu sais, aujourd'hui, on est tous un peu conscients de la problématique climatique. C'est vrai qu'aller faire voler un Cessna, c'est pas nécessairement le truc le plus écolo. Donc, j'ai encore des petits doutes. Mais en tout cas, dans le plaisir de voler, ouais, carrément. Génial, ok. Voler, alors toi, ou alors faire voler Ouais, les deux, ouais. des avions radiocommandés. Putain, je me rappelle, c'était mon rêve de gamin, ça, d'avoir des planeurs, effectivement, à faire voler, mais je crois que ça coûte un petit budget, puis c'est tout le temps en fait cassé. Ouais, alors ça, c'est clair que c'est tout le temps cassé. Le budget, en fait, c'est maintenant hyper bas parce que tu as des avions en polystyrène, donc tu peux acheter ça. Je pense que ça s'est pas mal développé en fait avec tout ce qui était servomoteur électrique, etc. Mais c'est Ok. assez facile à faire. Génial. Donc toi, Clément, à la retraite, tu iras dans un champ faire voler un planeur. En Charente-Maritime, En ouais, exactement. Charente-Maritime. Ouais. Génial. Et comment tu la prépares, toi, ta retraite, justement? Alors écoute, Tu la prépares, tu y penses? ça me réveille pas la nuit, quoi. Même si je sais que pas mal de gens se posent des questions en ce moment, on est début Une question 2023, d'actualité, ouais. exactement, en question de la réforme des retraites. Ça me réveille pas la nuit et j'y pense pas outre mesure. Et en fait, j'ai un peu le sentiment d'avoir fait des choix tôt, tu vois. À partir de 25 ans, j'ai commencé à acheter des appartements locatifs. Voilà. Je suis pas monté à des dizaines comme d'autres parce que j'ai toujours eu un peu. Enfin, pour moi, tu vois, je fais un peu ce qu'il faut sans que ça me prenne trop la tête. J'ai pas envie que mes investissements m'empêchent de dormir. Donc, ouais, j'ai quelques appartements locatifs, quelques parts de SCPI. On y reviendra peut-être un peu, mais assez peu d'épargne financière. Ok. Je viens d'acheter ma résidence principale. Bravo. Ouais, c'est gentil, merci. Super. Du coup, ouais, ma retraite, je la vois comme ça. Tu vas me dire, ok, bah, j'aurai suffisamment un pécule et ça ira. Ouais, tu as l'air déjà bien préparé, mis sur le bon rail pour avoir une retraite sereine et de quoi passer tes journées dans un champ. J'espère, ouais. Faire voler des avions en polystyrène. Ouais, puis ça coûte pas cher la Charente-Maritime. Donc là, c'est cool. En fait, tout va T'as acheté bien. en Charente-Maritime? Non, en fait, ma mère a déménagé en Charente-Maritime dans une maison familiale. Et c'est là-bas, du coup, que je fais voler mes avions. Trop bien. Bah, on va revenir sur tout ça. Je vais te demander du coup de te présenter maintenant. Ouais. Écoute, ouais, donc Clément, effectivement, fondateur CEO de Louvainvest. J'ai 31 ans. Je suis ingénieur de formation. Pour la petite histoire, le truc marrant, c'est que j'ai fait l'école des Ponts et Chaussées, donc une école qui est quand même Ouais. historiquement spécialisée en génie civil. Et puis je suis complètement parti en dehors du scope génie civil. Et puis finalement, tu vois, je reviens dans un univers proche de l'immobilier. Donc il y a peut-être finalement un karma cosmique qui est à l'œuvre ici. Donc ouais, ingénieur. Je suis parti ensuite faire des maths appliquées. J'ai bossé dans l'aéronautique justement en Angleterre sur les moteurs de la 380. Bien. Je suis parti ensuite en Silicon Valley parce que j'ai deux grandes passions en fait depuis que je suis petit, c'est l'aéronautique, la tech. Aéronautique, c'était génial, mais c'était lent. Donc je suis parti dans le monde de la tech. T'étais dans quelle boîte? Rolls-Royce, c'est Ah, un des plus gros ok, fabricants de ouais. moteurs d'avion. Ah ouais. Et ensuite, du coup, je suis parti en Silicon Valley. J'ai fait un master de machine learning ou de maths appliquées à Stanford, en Californie. Je suis resté 5 ans là-bas. J'ai créé une première boîte de deep tech sur des navires autonomes. On a fait un incubateur qui s'appelle Way Combinator. Génial. Voilà, on a fait une première boîte, on a élevé de l'argent, on a revendu la tech à une autre boîte. Et du coup, je me suis relancé sur un move beaucoup plus proche de l'immobilier avec mon associé Théophile en début 2021, avec cette idée, tu vois, d'être entre la finance et la tech, et en l'occurrence sur l'immobilier. Donc retour à Paris, retour en France, Absolument. retour à tes premiers amours.
d'abri et du ciment. Et en fait, ce qui est assez rigolo, c'est que c'est mes premières amours, mais c'est surtout celles des Français de manière générale. Et le constat vraiment de base qui nous a fait nous dire qu'il y avait un truc à faire, c'est tu vois, la stat qu'on entend tout le temps, tu as entre 80 et 85% des Français qui veulent investir en immobilier. La proportion des gens qui le font est très faible. Je pense que c'est d'ailleurs aussi ta mission. Hein. Chez Bivouac, j'ai vu là tout à l'heure l'investissement immobilier locatif simple. Nous, on a un vrai sujet d'accessibilité. Donc en fait, on reviendra, mais un step plus loin, c'est-à-dire que non seulement on rend ça simple, mais surtout on rend ça à partir de 200 euros. Donc ce que ça veut dire, c'est que tu n'as pas besoin de prendre un crédit et tout le monde peut le faire. Trop bien. Bah justement, ouais, tu vas peut-être. C'est quoi ton métier aujourd'hui, Clément? C'est quoi Louvainvest? Est-ce que tu peux nous pitcher ça en quelques minutes? Ouais, absolument. Écoute, Louvainvest, ça a vocation à devenir la plateforme d'investissement immobilier européenne. Et ça. Ouais, rien que ça, effectivement. Mais j'insiste sur investissement, c'est-à-dire que tu vois, je suis pas sûr enfin peut-être un jour qu'on ira sur la résidence principale, mais je pense pas que ce soit l'objectif court terme. Et quand on regarde toutes les solutions qui existent, en fait, il y avait un point qui nous semblait en fait compliqué toujours sur l'immobilier, c'est le fait d'acheter un bien et de le détenir, ça nécessite un certain nombre d'administratifs qui, même si tu es très très bien aidé, reste conséquent. S'il y a un pépin, malgré tout, c'est toi le propriétaire. Enfin, tu vois, il y a un certain nombre de contraintes quand même qui sont associées à ça. Ça te nécessite d'emprunter. Et donc, du coup, nous, on voulait créer une solution où tu n'auras pas besoin d'emprunter, pas besoin de passer devant un notaire, pas besoin d'aller gérer une fuite d'eau. Et donc, le premier produit qu'on a fait est basé sur les SCPI, les sociétés civiles de placement immobilier, qui sont en fait ce que j'appelle des SCI sous stéroïdes. SCI sous stéroïdes, ouais. C'est quoi une SCPI alors? Justement, en fait, c'est une structure juridique, donc une société civile de placement immobilier dans laquelle un gérant va acheter des biens, les mettre dans la SCPI, et toi, en tant qu'investisseur, tu deviens associé de cette SCPI, et donc tu perçois des dividendes qui sont en fait les loyers tous les 3 mois, ainsi qu'une réévaluation de l'immobilier qui se passe tous les ans. Donc en fait, c'est de l'investissement locatif mutualisé, fractionnalisé, parce que tu peux investir dès 200 euros. Donc concrètement, tu n'achètes pas un appart, tu achètes vraiment des parts d'une société qui elle-même détient des immeubles, des centres commerciaux, des logements. Alors ça dépend effectivement, tu as tout à fait raison, toutes les stratégies que tu viens d'évoquer existent, hein, tu vois, immeubles, hôtels, centres commerciaux, logistiques, résidentiels également. Un point peut-être pour les auditeurs qui connaissent peut-être les foncières cotées, la différence majeure que tu as avec une SCPI, c'est que toi tu n'investis que dans la structure qui détient les actifs, pas dans la société de gestion. La société de gestion, c'est une société tierce qui est mandatée par la SCPI pour assurer la gestion et donc le suivi, l'achat, etc. Donc quand tu achètes ton SCPI, tu achètes des actions uniquement des parts d'une société qui détient des immeubles, et pas des actions d'une société qui détient et gère des immeubles à la différence d'une foncière cotée. Exactement. Et ce qui change pas mal de choses parce que par exemple, tu pourrais imaginer qu'une société de gestion soit substituée par une autre. C'est déjà arrivé d'ailleurs dans le passé. Ça change en fait rien sur la SCPI puisque son portefeuille d'actifs reste constant quelle que soit la société de gestion. Donc tu dis ces actifs-là qui sont détenus par cette société, cette SCPI, du coup, bien sûr, sont mis en location à des particuliers, des locataires comme toi et moi, si on parle de logement, mais aussi à des entreprises qui vont louer des bureaux, des centres commerciaux. Ça génère des loyers, on en perçoit, j'imagine qu'il y a des frais de gestion qui sont pris par le gérant. Et donc ces loyers-là sont redistribués chaque mois. Et en plus, tu as parlé de réévaluation des biens. Est-ce que tu peux aussi nous en dire plus, détailler un peu plus comment ça marche? Oui, bien sûr. En fait, comme dans tout immobilier, tu as 2 sources de revenus, de bénéfices potentiels. C'est les loyers donc, qui sont payés par les locataires tous les mois. En l'occurrence, dans le cas des SCPI, ils sont reversés aux investisseurs généralement tous les 3 mois. Tu as quelques SCPI aujourd'hui qui le reversent mensuellement, mais ce n'est pas la majorité. La majorité, c'est trimestriel. Et tu as la deuxième source de bénéfices, c'est les plus-values potentielles. C'est-à-dire que tu vas acheter 100, tu revends 120 et donc tu vas gagner un petit peu d'argent. Sur ce sujet-là, en fait, tu en bénéficies également en tant qu'associé d'une SCPI par le mécanisme suivant qui est que chaque année, un expert va évaluer tous les actifs et te dire la valeur vénale totale du portefeuille, c'est tant. Et donc, par exemple, si l'année d'avant, c'était 90 et que maintenant c'est 100, eh bien, le prix départ va être réévalué à la hausse pour refléter ça. Alors, tu as un tout petit peu de marge de manœuvre sur le prix départ, mais il faut savoir que le prix départ est légalement tenu de rester dans une bande relativement fine autour de cette valeur vénale. Donc, tu ne peux pas en fait faire ce que tu veux. Si l'immobilier augmente, tu vas être obligé à terme de l'augmenter. Si l'immobilier baisse, tu vas être obligé de le baisser. Donc, c'est du coup les actifs qui sont
réévaluées chaque année et donc c'est la valeur de tes parts qui augmente. Mais toi, tu ne reçois pas d'argent sur ton compte à moins de les revendre. À moins de les revendre, exactement. Mais ça, exactement comme un appartement. Tu vois, ton appartement peut prendre de la valeur, mais tant que tu l'as pas vendu, bah, tu l'as pas. Mais comme une action d'ailleurs. Ok, ok. Ouais, très clair. Alors, en quoi c'est génial la SCPI? Alors, le point qui est, je pense, le plus waouh pour la plupart de nos investisseurs, c'est que tu n'as absolument aucune gestion. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu vas sur Louvainvest, tu peux signer un PDF en ligne, tu vois, c'est vraiment, enfin, c'est comme tu es habitué pour le faire pour, je sais pas, presque, je dirais, passer une commande en ligne. Tout petit peu plus compliqué, mais franchement pas tant que ça. Et au bout de 3-6 mois, tu vas commencer à toucher des loyers. Et là, tout à coup, il y a cet effet magique de se dire, mais attends, c'est ouf, en fait, je touche des loyers, j'ai jamais vu un bien de ma vie. En plus, les rendements sont plutôt bons, tu vois, les rendements moyens des SCPI sont 4,5% net de frais de gestion. Les meilleurs montent jusqu'à plus de 7% en 2021 net de frais de gestion. Okay. Hyper intéressant, mais tu n'as rien à faire. Donc ça, je pense que c'est vraiment le point majeur. Tu peux investir dans un produit qui est diversifié, qui a plusieurs biens. Toi, tu bénéficies de tout ça. Tu mitiges ton risque par rapport à de la vacance locative potentielle parce que c'est assez peu probable que tous les biens soient en vacances d'un coup sans rien faire. Trop bien. Et alors, ouais, tu parles des rendements qui varient entre 4,5% et 7%. Là, si je dois demain me réveiller, je vais chez Louvainvest, j'achète une SCPI. C'est quoi la SCPI? T'en as une que tu me recommandes là? Écoute, j'en ai plusieurs que je te recommande et tu vois, typiquement, ça va dépendre un peu du montant que tu veux investir. Tu vois, si tu me dis que tu veux mettre 5 000 euros, je te recommanderai une seule. Si tu mets 50 000, on va commencer à te recommander 3-4 au moins pour que tu te diversifies un peu. Ouais, en tout cas, plutôt qu'une recommandation comme ça, ce que je peux te dire, c'est ce que nos clients ce dans quoi nos clients investissent beaucoup. Et aujourd'hui, tu vas avoir Activimo, secteur logistique hyper intéressant. Je pense qu'on y reviendra avec des choses autour même du quick commerce, logistique urbaine, super intéressant. Un secteur qui explose. Et qui explose énormément. Et ils ont été pionniers. Enfin, c'est assez vraiment une belle success story. Hirokozen, autre success story, SCPI récente qui en plus a un avantage, c'est qu'ils ont un modèle de frais disruptif. Ils fonctionnent en ce qu'on appelle zéro frais de souscription. Hyper innovant, c'est l'un des seuls à le faire, très intéressant pour l'investisseur final. Okay. Et puis pas mal de gens qui veulent aller sur une SCPI, on va dire plus ce qu'on va appeler fonds de portefeuille, tu vois, plus diversifié, peut-être un peu plus stable, un peu plus établi. Là, tu peux aller sur par exemple du Vendôme Région qui va être plus de 6%, bel historique de performance. Tu peux aller sur du épargne pierre. Enfin voilà, tu as un certain nombre de SCPI comme ça. Trop bien, génial. Et alors, maintenant, on a pas mal parcouru en détail peut-être la SCPI, mais il y a encore plein de choses à dire. Oui, c'est une petite question comme c'est. Toi, tes clients, ils empruntent pour investir comment ça se passe? Alors, nous, on est à partir de 200 euros, j'imagine que tu ne fais pas un crédit pour 200 euros, mais c'est quoi d'ailleurs le montant moyen qu'un client vient investir chez vous? Écoute, nous, le montant moyen investi par client à date, c'est 36 000 euros. Okay. Donc, c'est quand même assez conséquent. Ouais. Mais évidemment, ce n'est pas un groupe homogène. Tu as un groupe qui va mettre quelques centaines de milliers d'euros et puis tu as tout un groupe qui va mettre quelques centaines ou quelques milliers d'euros. Okay. Donc ça, c'est pas exactement hyper homogène. En revanche, par rapport au crédit, écoute, oui, on a des clients qui investissent à crédit. Historiquement, c'était plutôt un produit qu'on a mis en deuxième plan, c'est-à-dire qu'on ne l'a pas développé dès le début, contrairement à d'autres. Aujourd'hui, ça représente peut-être entre 5 et 15% selon les mois de notre volume, le crédit. C'est assez peu. Ok, ouais, c'est assez peu. Ouais. Très peu, ouais. Aujourd'hui, très peu. Okay. Et, oui, parce que ça, c'est quand même un des avantages. Si ce n'est peut-être l'avantage principal d'investir dans l'immobilier, c'est de pouvoir faire effet de levier. Alors pourquoi il y a aussi peu de gens qui investissent en SCPI? Les banques prêtent moins ou les... En fait, il n'y a pas nécessairement peu de gens qui investissent à crédit en SCPI. Il y a peu de gens qui investissent aujourd'hui via Louvainvest en crédit. Tu vois, typiquement, j'ai des compétiteurs sur lesquels le crédit, ça va représenter 80-90% du volume. Donc c'est une question de positionnement. Nous, c'est une question de positionnement. En fait, bon, on n'en a pas du tout parlé, mais en gros, on se positionne comme la première plateforme vraiment 100% en ligne qui rend une partie des frais de commercialisation aux clients. Là où en fait un distributeur traditionnel va garder entre 5 et 8% de frais, nous on a décidé depuis le début de faire une stratégie, tu vois, via la technologie, via l'automatisation, de rendre quasiment la moitié de notre commission aux clients directement sous forme de cashback. Donc c'est aujourd'hui ce que je dis souvent, c'est un client aujourd'hui qui investit en SCPI, il y a 10 milliards investis par an en SCPI, qui passe pas par Louvainvest, il perd 2,5% de son investissement. Pour mettre ça en perspective, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les clients au global perdent 250 millions d'euros en frais par rapport à ce qui passait chez nous. C'est énorme, quoi. Donc toi, tu prends des frais quand même qui sont de l'ordre de...
Alors nous, à peu près aujourd'hui, c'est, allez, on va dire à peu près 2,5% de notre commission. C'est-à-dire qu'en fait, on est payé par la société de gestion comme apporteur d'affaires, comme en gros 98% des personnes qui vendent de la SCPI. Sauf que la plupart le soulignent pas. Nous, en fait, on le met, on a une page frais où on dit, bah voilà, nous, on est payé par la société de gestion et on vous rend à peu près la moitié. Alors, sur certaines SCPI, on va rendre plus que la moitié, sur d'autres, on va rendre moins, mais on est un peu obligé de faire une moyenne, quoi. Ok, clair. Ouais, donc toi, tu prends 5% en gros des frais investis. Et je rends 2,5. Voilà, ton client il met 36 000 euros, tu en prends 5%, tu rends 2,5. Tu rends 2,5 du coup, qui vont être. En virement bancaire sur ton compte. Tu fais ce que tu veux. Ah, si tu veux demain aller acheter des sushis avec, tu vas quoi. Ouais. Ok, intéressant. Et c'est quoi alors la mission, la vision de Louvainvest? Comment vous allez être cette plateforme leader d'investissement en immobilier en Europe? Bah écoute, c'est une question intéressante. Tu vois, déjà typiquement aujourd'hui, alors faudrait qu'on regarde un peu dans les détails, mais tu vois, sur le mois de décembre, on fait 7,3 millions d'euros d'investis par nos clients. Donc en fait, je pense honnêtement qu'en France, on est, à ma connaissance, la première plateforme d'investissement locatif. Alors au moins investissement SCPI, ça c'est sûr. Investissement locatif peut-être en compétition avec toi, mais même si on n'a pas nécessairement les mêmes profils de clients. Donc tu vois, quel est le plan? Vous avez collecté 7 millions d'euros sur décembre. En tout sur l'année, on est à plus de 60, tu vois. Et en rythme annualisé, tu vois, on est à plus de 85 aujourd'hui. Donc ça avance bien. Donc ça s'est produit en 2 ans. Donc ça, c'est le premier truc. Tu vois, je pense en France, on va consolider cette position vraiment de leader, notamment sur le sujet SCPI, et d'aller regarder d'autres produits. Tu vois, de se dire, bah, c'est quoi les autres produits immobiliers? Pas comme vous, l'investissement direct dans un bien pour l'instant. Peut-être à très long terme qu'on aura des choses à faire ensemble, tu vois. Faudra voir. Mais peut-être de regarder, tu vois, qu'est-ce que ça donnerait si on proposait à un client d'acheter 1% d'un appartement identifié, tu vois. C'est une question qui nous intéresse pas mal. Ok, génial. Ouais, je crois qu'il y a pas mal de choses qui bougent en ce moment sur le marché. Énormément, hâte de voir la prochaine solution proposée par Louvainvest sur le sujet. Écoute, hyper clair. Comment t'es arrivé là-dedans, toi? C'est une bonne question. Alors, comment je suis arrivé dans l'investissement immobilier? Ça, c'est assez rigolo. C'est en fait vraiment, je pense, c'est ma mère que je dois créditer énormément, qui est vraiment, tu vois, elle a une très très forte dominante investissement immobilier dans la gestion de son patrimoine. Pour la petite histoire, elle était consultante en stratégie. Ensuite, elle a fait un PhD, donc un doctorat en psychosociologie. Et elle s'est reconvertie maintenant, elle est agent immobilier en Charente-Maritime. Tu vois, comme quoi tous les chemins mènent à l'immobilier. Est-ce qu'elle est l'agent immobilier la plus qualifiée avec le plus de diplômes de Charente-Maritime? Écoute, j'ai pas envie d'insulter les autres agents immobiliers de Charente-Maritime, en tout cas de celles qu'on connaît, de ceux qu'on connaît, la réponse est oui. Ce qui parfois, tu vas poser, les gens se demandaient mais qu'est-ce que vous faites là? Pourquoi vous êtes... Et en fait, j'adore l'immobilier. Bon, bref, donc elle m'a convaincu en fait dès que j'ai commencé à bosser, j'étais aux États-Unis, d'investir en immobilier. J'ai eu un petit avantage, c'est que j'ai commencé à bosser aux États-Unis où les salaires sont un peu plus élevés qu'en France. Et en fait, directement au bout de 6 mois, tu vois, où j'avais commencé mon premier job, je me suis lancé sur un premier investissement à Paris, puis un deuxième 1 an après en Normandie. Et ça a été vraiment ça le pied à l'étrier. Ce qui était assez rigolo, c'est que Théophile, mon associé que je connais depuis 11 ans, j'arrêtais pas d'essayer de le convaincre d'investir. Lui bossait chez AXA Investment Managers, il bossait en finance. Il me disait ouais mais moi l'immobilier, les fuites d'eau, les locataires et tout, j'ai pas envie. Et quand ouais, on était, ça fait 11 ans en fait qu'on se connaissait, tu vois, on parlait un peu de tous nos projets ensemble. Et en fait, quand on a commencé à regarder, on s'est dit mais tu vois, il y a quand même plein de gens comme lui quoi, qui au fond ont envie de faire de l'immobilier, mais il y a une forme de blocage psychologique de se dire non, posséder un bien physique où il y aura des travaux, de la peinture, du machin, blocage. On s'est dit ok, comment on crée un produit où tu as plus blocage? Et donc on est arrivé sur la SCPI et ma grande fierté, c'est que Théophile est maintenant investisseur immobilier via la SCPI. Et il a même fait un crédit en plus. Lui. Trop bien. Ok. Ah, c'est marrant parce que on apprend à se connaître, mais finalement je me rends compte que nos histoires sont assez similaires. Moi, si je suis là, c'est en partie aussi grâce à ma mère qui m'a bassiné depuis l'âge de 12 ans en me disant tu seras architecte, mon fils. J'ai fait comme toi une école d'ingé en France spécialisée dans le bâtiment. D'accord. Avant de me tourner vers l'immobilier, tu vois. Et je connais mon associé depuis 22 ans. On est très bons, on est meilleurs potes depuis ce temps-là. Et pareil, en fait, tous les deux, on s'est rendu compte, mais nous, alors
c'est lui qui m'a mis le premier pas dedans, à vrai dire, parce qu'il a montré la voie. Il avait investi dans les garages à l'époque avec des prêts étudiants. Ah ouais. Tu vois. Et en fait, j'étais hyper curieux. Putain, comment t'as fait ça, etc. Et puis en fait, on s'est rendu compte que j'étais pas du tout le seul à poser des questions. Voilà, on est comme vous, en fait, je pense, vous avez eu le même constat qu'il y a plein de gens qui rêvent de passer à l'action, qui ne le font pas parce que ça leur fait peur, parce que c'est complexe, parce que ça prend du temps. Et c'est marrant, nous on a choisi deux chemins finalement différents, deux produits différents. Toi, c'est la SCPI, nous c'est l'investissement immobilier locatif clé en main, mais avec cette même promesse de vraiment simplifier l'accès à l'investissement Locatif, ouais. locatif, voilà, pour développer ton patrimoine, quoi. Mais ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, tu vois, ce que ça montre, c'est l'universalité. C'est-à-dire qu'en réalité, tu parles dans la rue, je pense à quasiment n'importe qui, et tu leur dis, bah, est-ce que vous aimeriez bien investir en immobilier? Enfin, je pense que tu vas avoir assez peu de gens qui vont te dire non, quoi. Alors que tu as sur la plupart des autres classes d'actifs, il y a probablement une réticence. L'immobilier, c'est perçu comme tellement safe, tellement rentable, que les gens sont chauds. Ouais, c'est clair, c'est clair. Ouais, puis à chaque fois, c'est un beau projet, quoi. C'est quelque chose de chouette que tu es fier de posséder, quoi. Donc, trop bien. Ok. Donc toi, justement, toi, Clément, investisseur, raconte-nous, tu as commencé tôt. Du coup, 6 mois de CDI, de job aux US, tu achètes un appart à Paris. Ouais. Raconte-nous, ouais, c'est quoi c'était un part du coup pour le louer déjà, faire du locatif. Ouais, c'était de la location pure. Bah, tu vois, moi, je venais, enfin, j'étais arrivé depuis, je sais plus, 2 ans à San Francisco à peu près. Donc l'idée c'était carrément locatif, je l'ai même pas visité. Tu vois, j'ai fait du bivouac, mais mode familial, c'est-à-dire que c'est ma mère qui m'a appelé, qui m'a dit il faut le prendre, vas-y, go. Donc je lui ai dit bah ok, je te fais confiance. Et elle m'a aussi aidé à trouver mon financement. Enfin, je te dis, je pense que elle était le bivouac avant l'heure. Tu cherches un job ou pas aujourd'hui? Bah écoute, je vais vous mettre en relation. Si tu cherches en Charente-Maritime, elle pourra te faire chasseuse. Mais non, mais donc voilà, donc c'est vraiment elle qui m'a carrément aidé là-dessus. Pareil sur le deuxième, en fait, elle a trouvé une opportunité parce qu'il se trouve que mes grands-parents habitaient en Normandie à l'époque et par hasard complet, elle passait, tu vois, une semaine avec eux. Et elle a vu une belle opportunité aussi, donc elle m'a dit bah tiens il faut que tu y ailles, donc j'ai dit ok pourquoi pas. Ce qui était assez rigolo c'est que tu vois enfin moi ma vision à ce moment-là c'était tant que la banque me prête, ben go quoi. Ouais. Et donc je suis allé voir, j'ai dit bah voilà j'ai ce deuxième truc, je sais que je viens de faire un premier projet mais vous me dites si ça passe. Ils m'ont dit ok, j'ai dit bon bah. C'était en quelle année ça? 2017, tu vois, le premier j'ai dû le finaliser en octobre 2016 et le deuxième ça devait être en avril-mai 2017. Ouais, les belles années en plus, on demandait pas ou quasiment pas d'apport. Bah non, pas d'apport. T'avais des conditions de financement hallucinantes. Ah, et j'étais financé à 100%. Enfin, en fait, le truc était exceptionnel. Tu vois, il n'y avait pas de raison de ne pas y aller, quoi. Ouais, et non, je te rejoins. Finalement, quand on parle d'immobilier locatif possédé en direct, si on veut revenir à un seul avantage, au moins d'aller dans ce genre d'actif, c'est de faire appel au effet de levier. Je pense que c'est le principal vecteur de création de richesse. Finalement, tu prends un crédit pour acheter un truc avec de l'argent qui ne t'appartient pas, pour foutre un locataire dedans qui va te rembourser ce même crédit. Que l'immobilier baisse de 5% ou prenne 5% ou que tu aies X% de rendement, enfin bref, ça veut dire, c'est une question qui arrive en second temps, quoi. Bien sûr que c'est mieux d'investir dans un truc qui est rentable, bien sûr que c'est mieux d'investir dans un endroit qui va prendre de la valeur. On est bien passé pour savoir ça parce que on essaye de faire ça à longueur de journée, mais en fait la première création de valeur elle est d'aller chercher du crédit et je suis 100% aligné avec ce que tu dis. Il faut aller chercher du crédit, tant que tu peux, il faut aller en prendre, quoi. Et tu as 100% d'accord avec peut-être un tout petit point de détail qui est en fait le taux malgré tout, quoi. Parce que tu vois, aujourd'hui là on est le taux d'usure à 3,57, probablement en février ça va être rehaussé. Et c'est marrant, on a créé un simulateur complet, tu vois, pour dire est-ce qu'il vaut mieux faire de l'investissement à crédit en SCPI ou de l'investissement programmé, type j'investis 200 € tous les mois. Et en fait la sensibilité au taux, disons qu'on est en train d'arriver dans les zones de taux où la question se pose vraiment. C'est-à-dire que tu vois, ça dépend un peu de ton rendement, mais si tu as une renta d'un actif à 4,5-5, que tu empruntes à 4, ouais, est-ce que le différentiel est suffisant? C'est une ben, très bonne question. ben ouais, je pense que tout le monde se la pose en fait. Et j'ai pas une réponse totalement définitive. Sur la SCPI, j'ai une réponse qui est plus définitive que sur l'immobilier traditionnel. Et ce qu'on observe, et c'est ce qu'on montre à nos clients, c'est qu'en fait, tu vois, au taux actuel, alors en plus le financement SCPI est un petit peu plus cher que le financement traditionnel, investissement locatif. On se rend compte qu'en fait l'investissement programmé peut parfois surperformer, quoi. Investissement programmé?
tous les mois, tu vois, typiquement, tu vas te dire je vais mettre 200 euros par Ouais. mois. Donc Ok. prélèvement automatisé, et donc tu te crées du patrimoine sur le long terme. Tu peux aussi réinvestir les dividendes. C'est un truc qu'on vient de lancer en décembre et on voit de plus en plus de gens en fait se dire bah ouais, c'est similaire et surtout je m'engage pas sur 20 ans quoi, ce qui est pas négligeable. Ouais, cette question du crédit, bien sûr que ça se pose à quel taux versus quel rendement en face. D'ailleurs, on le voit, là, je constatais des chiffres cette semaine de l'investissement dans le tertiaire. Les rendements sont déjà tellement faibles parce que les actifs qui ont été très très recherchés. Étant donné que les taux aujourd'hui explosent, je crois qu'on a diminué le volume d'investissement sur des SMS de 50%. Il y a une vraie, voilà, il y a quelque chose qui est en train de se passer, au moins sur ce type d'actifs-là, qui sont en fait, voilà, il y a peut-être plus suffisamment de rendement. Malgré tout, après, si tu vas, voilà, si on se projette et qu'on pense que c'est un actif qui t'investit dans une zone qui va prendre de la valeur, même si tu fais pas de renta entre guillemets pendant ta durée de possession, si tu fais de la valeur, Tu fais du levier sur la tu fais du plus-value. levier sur la plus-value. Mais carrément. C'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, ça devient de plus en plus important de sélectionner la bonne zone où investir, parce qu'il y a peut-être des histoires qui ne vont pas se passer de la même façon selon justement la ville que tu cibles et le quartier bien sûr que tu cibles. On a connu une période assez faste où tout a monté. Aujourd'hui, nous on le voit déjà aujourd'hui, hein, il y a des villes qui continuent de monter énormément. Je pense à Marseille, je pense même à Nancy, à l'heure actuelle, Le Havre. Puis il y a des villes à l'inverse qui perdent un peu de valeur. Rien de dramatique pour l'instant. On va voir comment la situation évolue, mais ouais, il y a des villes qui perdent un peu. Ou qui stagne tout du moins. Ouais, de toute façon, c'est ce qu'on voit hein, sur par exemple Paris, effectivement, qui est à peu près plat depuis maintenant 3-4 ans, tu vois. Mais effectivement. Donc toi, Normandie, c'est quoi? C'est un appart que tu loues aussi en location longue Non, ça c'est du courte durée, c'est Ok, de ok. location saisonnière. C'est en Normandie? À Cabourg, Ah, trop cool. charmante bourgade que je Ouais. recommande, pas très loin de Deville, un peu plus familiale, Trop super sympa. sympa. Ouais. Tu connais un peu l'endroit? Ouais, bah, j'y vais de temps à autre, alors peut-être que j'ai peut-être déjà loué ton Airbnb. Ouais, ça dépend si, je sais pas quoi, nous c'est, enfin, l'appart c'est 2 pièces du coup, donc c'est plutôt pour un couple, peut-être avec 1 ou 2 enfants max quoi. Ok, trop cool. Non, Cabourg, très sympa, génial. Donc toi, t'as mis un pied dans l'immobilier, t'as investi dans d'autres types d'actifs? Ouais, bien sûr, bah alors, bon, donc ça c'est l'immobilier locatif, ça c'était vraiment, tu vois, 2016-2017, depuis j'ai investi en SCPI, Quand même. ouais. Client Louvain-Vest. Ouais, bien sûr. Bah, en fait, j'étais même le premier client Louvain-Vest. Donc ça, Génial. c'est un des trucs. Et Théo, je crois que c'était le troisième, mon associé. Donc SCPI, ouais. Et ensuite, oui, bah, j'ai fait un peu comme tout le monde. Tu vois, par exemple, j'ai eu un PEA. Bon, en l'occurrence, je l'ai clôturé, mais j'ai eu un PEA. J'ai toujours des cryptos. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ouais, je suis pas nécessairement un mec hyper risqué sur mes investissements. En bonne partie, parce que tu vois, j'ai déjà créé. Enfin, c'est ma deuxième startup que je crée. Avant, je bossais dans des startups en Silicon Valley, donc j'avais pas mal de stock options de startups aussi, qui est probablement l'investissement le plus risqué que tu puisses faire. Et donc, j'avoue que ma stratégie, c'est un peu de contrebalancer ma vie professionnelle où je prends pas mal de risques avec tu vois, des investissements plus pérennes. Oui, tu vois, même mes cryptos, c'était plutôt pour essayer pour voir et découvrir plus que pour vraiment gagner, quoi. T'as fait x100 sur le crypto? Ouais, j'ai fait moins 60% là. non, non, j'ai pas acheté au maximum du prix, tu vois, donc j'ai pas fait diviser par 3 comme d'autres, mais ouais, c'est pas top quand même, je dois être à moins 30, moins 40% en tout. Ok. Ah oui, tu parles startup, là, j'ai une question que j'ai envie de te poser, c'est pourquoi t'as voulu monter une boîte, toi? Bah, en fait, je pense que la réponse à ça, elle est même, tu vois, de pourquoi j'ai fait une école d'ingénieur en premier lieu. Moi, depuis que je suis petit, j'ai un tropisme qui est que j'adore résoudre des problèmes. Et plutôt des problèmes tu vois, relativement concrets. Je ne suis pas nécessairement le mec qui aime bien les maths purement abstraites. D'ailleurs, tu vois, j'ai plutôt étudié les maths appliquées. Et j'aime bien utiliser des outils tu vois, techniques pour résoudre des problèmes. Et les startups, c'est exactement ça en fait. C'est tu te confrontes au monde, tu te dis il y a un truc que je pense qui pourrait être mieux et tu essayes de le faire. Et donc, je pense, mon drive principal, c'est j'aime résoudre des problèmes. Ça m'excite de le faire quoi, tous les jours. Ok. Bon, bah, belle réponse. Donc toi, on te souhaite plein de problèmes du coup pour la suite. Ouais, alors des problèmes résolubles, hein, parce que sinon, tu vois, ça me fait perdre le sommeil et tout. Donc, des problèmes qu'on peut résoudre. Ok. Et pourquoi Louvain-Vest? Donc t'as toujours rêvé d'adopter un loup, je sais pas, t'as Non. regardé 5 millions d'amis quand t'étais
quand tu étais enfant? Ouais, non, alors c'est pas. Il y a deux références, une principale et une un peu secondaire. La première référence, c'est Romulus et Rémus, les créateurs tu vois, de Rome, et dont l'histoire raconte qu'en fait, ils ont été abandonnés, puis c'est une louve qui les a recueillis, qui les a allaités, etc., et qui leur a permis de survivre. Et on trouvait cette idée en fait assez sympa, tu vois, de ce côté un peu protecteur, et de se dire, bah, en fait, voilà, si juste personne n'était venu les aider, bah, ils seraient morts, quoi. Ça aurait pas été hyper excitant comme histoire. Et derrière, c'est Rome, l'Empire romain, une histoire monumentale. Et donc on se disait, bah, en fait, voilà, tu vois, il y a peut-être. Est-ce qu'on peut, nous, être la louve qui vient t'aider au moment où bah, tu pars un peu de rien et pour t'emmener loin. Et puis la deuxième année, enfin la deuxième référence, le deuxième petit clin d'œil, qui est un peu moins, c'est par rapport au Loup de Wall Street, tu vas de se dire, bah, en fait, tu as plein de gens qui vont te promouvoir des cryptos, des stocks, etc. Et nous, notre vision de l'investissement, en tout cas, ça ne veut pas nécessairement dire que tu dois faire que ça, mais en tout cas, ce qu'on veut proposer, nous, c'est plutôt quelque chose de moins risqué, où tu ne te prends pas la tête, tu n'as pas peur de de tout perdre du jour au lendemain. Donc, c'est les deux références. Trop bien, ok. Donc Romulus, ton associé, et toi, Rémus, qui construisait Rome de l'investissement, un peu moins risqué que le loup. Ouais, alors j'espère qu'on n'est pas Romulus et Rémus, parce que je suis quasiment sûr qu'il y en a un qui tue l'autre, donc c'est pas idéal. Ouais, ça me rappelle mes cours de latin au lycée. Ouais. Je me rappelle, tu vois, finalement, je m'en souviens pas tant que ça, parce que je m'en souviens pas du fameux de l'histoire, mais Ouais, mais ça on va fait écho. chercher ça. Mais tu vois, point assez rigolo, juste pour finir là-dessus, un truc incroyable, notre investisseur principal s'appelle Rémus. Tu vois, le truc, ça ne s'invente pas, quoi. C'est assez marrant. Incroyable. Ouais. Il n'y a pas de hasard, je pense. Non, non, c'est réfléchi. c'est le karma, tu vois, il n'y a pas de doute. Génial. Bon, bah écoute, merci pour tout ce partage. Pour revenir sur un peu le sujet de l'immobilier, des SCPI peut-être, parce que bah, les SCPI, derrière, ça reste des investissements immobiliers, même si c'est très simple pour ceux qui achètent des actions. Voilà. Il y a peut-être parfois quand même quelques difficultés. Et puis j'imagine pour ceux qui gèrent ces actifs, c'est quelques galères. C'est ça aussi l'immobilier, et c'est en partie pour ça qu'on est réunis aujourd'hui. C'est pour parler des galères de lancer des projets IMO de toute taille, de toutes sortes. Donc, est-ce que toi, Clément, tu as des galères que tu as envie de nous partager Écoute, ouais, alors l'idée, c'est pas de décourager les gens d'investir en SCPI, mais c'est plutôt de montrer en fait l'envers du décor et de dire, et tu le rappelles à juste titre, la SCPI, c'est de l'investissement immobilier. Et j'ai compilé quelques petites anecdotes qu'on va pouvoir partager sur des galères effectivement que même des investisseurs pros, parce que c'est leur métier, je veux dire, pour le coup, tu vois, eux, toute la journée, ils analysent, ils achètent, ils rénovent, etc. des biens. Et même ce genre d'investisseurs peuvent faire des erreurs, donc ça pourra peut-être inspirer certains de nos auditeurs. Donc, c'est quoi la plus grosse galère qu'un gérant de SCPI peut-être a déjà connue? Alors disons qu'une galère qu'on avait trouvée super intéressante et très facile à comprendre, c'est une SCPI spécialisée en commerce qui avait fait l'acquisition d'un magasin vestimentaire. Donc ils avaient acheté donc, tu vois, un magasin particulier dans un centre commercial parce qu'ils avaient regardé les analyses de trafic, etc. Tout ça paraissait très bien. C'est en France? En France, absolument, ouais. Et sauf qu'en fait, donc après avoir acheté le bien, il y a eu Auchan qui faisait partie du centre commercial qui a fermé boutique. Alors ça a été remplacé par autre chose, mais tout à coup le trafic s'est effondré. Et en fait, le gérant s'est rendu compte que le trafic qu'ils allaient analyser était principalement drivé par la présence de ce Auchan, de ce supermarché dans le centre commercial. Et donc tout à coup, leur bien, qui avait plutôt une perf hyper intéressante, s'est retrouvé un de leurs pires biens. Et tu vois d'ailleurs, ouais, et ce qui est assez rigolo, c'est que pour le coup, je salue vraiment leur transparence par rapport à ça, parce que les représentants de la SCPI, tu vois, en ont parlé publiquement et ils appellent même leur caillou dans la chaussure. Tu vois, donc c'est pour te dire que ça les a marqués, quoi. Et leur point, c'est de dire, ouais, mais ça nous C'est a. un magasin de chaussures? Non, ceci dit, pas de question, je crois pas, c'était plutôt vestimentaire général. Mais tout ça pour dire qu'en fait, tu vois, l'immobilier, c'est drivé par des choses aussi basiques que, en fait, les gens vont faire leurs courses et achètent des vêtements dans le magasin qui est sur le chemin, quoi. Et donc, pour cette SCPI, l'impact est assez minoritaire, ce qui d'ailleurs souligne, tu vois, l'intérêt de la diversification. Eux, ça représente 0,5% de leurs actifs. Donc en fait, bon, on ne parle pas d'un truc gênant, mais point marrant, même des spécialistes, tu vois, peuvent faire ça. Et d'ailleurs, ils ont réorienté depuis leur stratégie.
vers que ce qu'ils appellent les commerces dits essentiels. Tu vois, type, je crois qu'ils ont quelques restaurants, ils ont beaucoup de choses, type, tu vois, Jardiland, des commerces vraiment de besoins basiques, en apprenant du coup de cette petite erreur. Ça, c'est un exemple que je trouve assez rigolo, qui montre que tout le monde peut faire ce genre d'erreur. Ouais, ouais. Et c'est de se poser la question finalement, à chaque fois qu'on investit, il y a alors on rappelle à chaque fois la règle, je pense que tu as dû entendre ça toi aussi, peut-être par ta mère ou les autres qui t'ont parlé immobilier depuis ta jeunesse, mais c'est l'immobilier, c'est toujours la règle des 3 E, quoi. L'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. Et l'emplacement, ça veut dire quoi? L'emplacement, ça veut dire quelle est l'attractivité voilà, de cet emplacement et pourquoi il est attractif. Et est-ce que c'est pérenne, tu vois? Est-ce que c'est pérenne, effectivement? Qu'est-ce qui, alors toi, dans ce cas-là, d'un magasin de vêtements, qu'est-ce qui drive ce trafic? On peut ramener ça aussi à l'achat d'un appartement. Pourquoi est-ce que je suis avoir un locataire à cet endroit-là? Est-ce que si demain, voilà, quels sont les pôles qui attirent cette population à cet endroit-là? J'imagine une fac, peut-être voilà, d'autres choses, un pôle d'emploi, et que si justement cette infrastructure-là, enfin, il faut s'y intéresser, quoi. Il faut s'y intéresser sur toutes les caractéristiques autour de ton investissement pour bien comprendre le contexte macro, quoi, et s'assurer qu'on investit à un endroit pérenne, comme tu l'as dit, avec une tension, et voilà. Et puis si peut-être qu'il y avait pour ce gérant-là, il y avait peut-être des indices déjà qu'ils auraient pu creuser, ils auraient pu obtenir avant, de savoir que ce Auchan il n'allait pas très bien, qu'il allait fermer. Écoute, c'est vrai, hein, tu vois, et ça pose toujours la question de la due diligence, comme on dit souvent, à quel point est-ce qu'on va creuser dans le détail. Donc bon, en fin de compte, cette histoire, elle est plutôt anecdotique maintenant pour eux, mais voilà, elle est représentative d'exactement de ce que tu dis. C'est où est-ce que j'achète, pourquoi, c'est quoi les drivers. Tu vois, tu parlais de contexte macro, j'ai une autre anecdote si ça t'intéresse. Ah, avec plaisir. Sur le contexte macro Covid. Et je te montre, tu vois, typiquement 2 cas hyper concrets de SCPI dites thématiques. Parce que ça, c'est un truc qu'il faut garder en tête, c'est qu'aujourd'hui, donc une SCPI, ça peut faire plusieurs centaines de millions d'euros, voire plusieurs milliards. Donc évidemment, c'est pas un actif, ça va être des dizaines ou des centaines d'actifs. Donc ça, c'est positif, t'es diversifié. Mais on voit l'émergence de SCPI dites thématiques qui vont du coup aller sélectionner une stratégie. Et notamment, 2019, s'est lancé une SCPI thématisée tourisme en Italie. Aïe. Et voilà, on voit tout de suite le timing, le pire que tu puisses imaginer. Tu vois. Donc il se lance mi-2019 pour tourisme en Italie. Le Covid arrive de plein fouet, tous les hôtels sont fermés, confinement, etc. Finalement, la SCPI, alors, elle venait tout juste de se lancer, donc en fait, tu as une règle de l'autorité des marchés financiers qui fait que si tu n'atteins pas sous un certain délai un montant suffisant d'investissement, en fait, tu clôtures la SCPI, tu revends les actifs, tu rembourses les investisseurs. Et en fait, c'est ce qui s'est passé pour cette SCPI parce que ça n'a juste pas marché du tout, quoi. Mais à juste titre, hein, tout le monde s'est dit, bah ouais, mais tourisme en Italie, maintenant, on va pas avoir de perf pendant 2-3 ans, on n'y va pas. Et donc, qui nous rappelle effectivement que si tu es super spécialisé, tu es évidemment sur des risques qui peuvent être très importants en cas de coup dur type Covid, quoi. Ouais. C'est quoi l'intérêt alors, du coup d'être un peu d'avoir une thématique aussi précise comme ça C'est un peu de faire un pari, tu vois. C'est-à-dire que en gros, si toi tu as une conviction hyper forte, j'en sais rien, hein, tu vois, sur les EHPAD, tu vas aller choisir une SCPI type EHPAD. Mais c'est plutôt en fait pour ton opinion personnelle. C'est-à-dire que tu vois, on a des clients qui vont vouloir, et d'ailleurs généralement ce qu'ils font quand ils prennent une SCPI thématique, c'est qu'ils n'en prennent pas une, mais ils vont aller prendre de l'hôtel. Alors l'hôtel, je te cache pas que c'est quand même pas ouf en ce moment encore. En ce moment, ouais, toujours pas. Parce que ça remonte énormément. Ça remonte, ouais, énormément. En fait, en l'occurrence, il y avait une autre SCPI hôtel qui du coup avait divisé par 2 sa perf en 2020, divisé par 2 sa fin. Resté sur la même en 2021 et là maintenant qui est en train de remultiplier par 2 sa perf en 2022. Okay. Donc ça reprend. Mais je pense qu'à la fin de 2023 on aura des perfs équivalentes à ce qu'on avait pré-Covid. Écoute, en fait je pense que la réponse va dépendre énormément de ce qui se passe là. Tu vois, la Chine, encore une fois on est début 2023, on voit qu'il y a des nouveaux variants, des trucs. Honnêtement, bien malin qui pourrait te répondre. S'il n'y a pas de nouveau confinement, s'il n'y a pas de nouvelle épidémie, oui, il n'y a pas de raison. Tu vois, les gens ont envie de voyager, les gens vont continuer à utiliser des hôtels. Voilà. Le Covid semble être derrière nous aujourd'hui. Je ne sais pas si ce sera encore dans 6 mois. On croise les doigts. On croise les doigts, ouais. Mais du coup, tu vois, timing hyper difficile parce qu'en fait, tu vois, imaginons, projetons-nous au mars 2019.
Ouais, rien de présage qu'un truc comme ça, Absolument pas. un an préalable arrive, quoi, bien sûr. Et ouais, donc choisir une stratégie très pointue, spécialisée, comme tu dis, à l'inverse de diversifier, c'est faire un pari finalement que ce type d'actif-là, ce type d'activité va vraiment exploser, va prendre plus de valeur que ou va rapporter plus en termes de rendement que Exactement. voilà, la moyenne du marché. Et tu vois, on parle là de cas plutôt défavorables, mais tu as une autre SCPI qui s'est lancée sur le secteur logistique et qui, elle, parie, tu vois, sur l'essor du quick commerce. Là, c'est assez intéressant. On voit quand même des choses, je trouve, assez innovantes. Ils ont acheté un bien en plein Paris. C'est quoi le quick commerce Alors, le quick commerce, pardon, excuse-moi, c'est toutes ces plateformes de livraison de courses et ou de plats d'ailleurs. Alors, pour les restaurants, on va parler de tout ce qui est dark kitchen, exactement, ces restaurants en fait qui n'ont pas de lieu d'accueil mais qui sont uniquement, exactement, qui sont juste pour faire de la livraison. Maintenant, tu as la même chose en fait sur des espèces de supermarchés mais qui sont pas ouverts au public, qui sont uniquement pour aller faire de la livraison. Donc les acteurs, tu avais un acteur qui s'appelait Cajou qui a été maintenant racheté. Je crois qu'il a été racheté 2 fois parce que la boîte qu'il avait racheté s'est elle-même fait racheter. Mais tu vois, quand je parlais de trucs innovants, cette SCPI logistique a acheté un centre logistique en plein Paris et le loue à Flink, qui est un de ces acteurs du quick commerce. C'est un pari, je trouve, assez intéressant. Tu vois. Et donc, quand tu me demandais quel est l'intérêt, si quelqu'un, et je pense qu'on peut légitimement se poser la question, a une conviction forte sur ce type de pratique, c'est pas inintéressant d'investir dans une SCPI qui se positionne assez tôt sur le sujet. Ouais, quick commerce, pour y revenir en 2 secondes, c'est tu achètes un local qui peut-être se prête pas forcément à recevoir du public. Installer un supermarché, c'est quand même des contraintes immenses, quoi. Et tu l'exploites comme de mini-entrepôts en plein milieu urbain pour aller redispatcher du coup ta commande que tu vas faire sur Uber Eats, sur Deliveroo. Alors ça c'est les dark kitchen, pardon, ou voilà, tes courses que tu vas commander sur Flink. Exactement. Chez toi, en fait, c'est vraiment ce qu'on appelle le last mile, hein, le dernier kilomètre. C'est de se dire effectivement si tu veux faire. Donc, pourquoi on l'appelle le quick commerce c'est parce que la promesse généralement ça va être de la livraison en 45 minutes ou 1 heure. Enfin, c'est vraiment que ce soit très rapide et très du coup pratique. C'est-à-dire que tu peux rentrer chez toi en rentrant du boulot. T'as pas envie d'aller faire des courses, tu peux l'avoir pour le dîner, quoi. C'est vraiment ça la promesse. Mais qui dit rapidité implique que tu puisses pas être en banlieue éloignée parisienne. Si tu dois livrer comme ici, tu vois, on est en plein cœur de Paris, tu mettrais 3 heures ne serait-ce que pour conduire. Donc ça implique d'avoir des locaux très proches. Et exactement comme tu dis, en fait, le pari, c'est de se dire, tu vas faire une sorte de supermarché, sauf que c'est un supermarché qui est conçu uniquement pour des utilisateurs, on va dire, professionnels, des manutentionnaires, en fait, qui vont parfaitement connaître. Donc tu vois, tu n'as pas la même problématique de signalétique, etc., parce que tes utilisateurs ne découvrent pas en fait le supermarché, ils le connaissent par cœur. Donc si tu crois en cette stratégie-là, en ce business model-là, en cet usage finalement, et que tu penses qu'un Flink ne va pas mettre la clé sous la porte, parce que je crois que c'est pas non plus la folie. C'est quoi? Tu as investi dans cette SCPI? Tu as une idée des rendements qu'on peut en tirer? Ouais, alors elle a plutôt très bien performé, tu vois, elle était entre 5,5 et 6% à peu près de perf annuel. Donc oui, ouais, c'est canon, ouais. Okay. C'est assez canon. Génial. Hyper intéressant. Donc finalement, la SCPI, c'est un produit où on peut à la fois acheter une SCPI et je trouve que c'est un des avantages de pouvoir diversifier son patrimoine immobilier à partir de 200 €, trop bien. Mais si tu es un peu plus aussi ambitieux, tu as des convictions, tu as développé une stratégie d'investissement, tu peux te lancer pour aller chercher plus de rendement, j'imagine, et faire des trucs. Exactement, c'est un petit peu plus de risque parce que tu vas être thématisé, mais pour espérer effectivement un peu plus de rendement. Ok, trop cool. Ouais. Hyper intéressant. Est-ce que tu avais d'autres galères ou anecdotes d'autres. Écoute, ouais, j'en ai une dernière si ça te va, anecdote de gérant d'actifs. C'est sur une SCPI qui se lançait, alors je crois que c'était en 2021 ou 2022, sur l'Europe. Donc en fait, il faut savoir que sur la fiscalité, les SCPI européennes sont assez intéressantes pour tous les gens qui sont à une tranche marginale d'imposition au-dessus de 30%.
tout petit peu technique, mais c'est pas très intéressant. L'idée, c'est que si vous êtes fortement fiscalisé, les SCPI européennes sont une solution qui vous permet de payer moins d'impôts. Donc, pas mal de gérants s'en sont rendus compte et ont vu l'engouement. Comment tu expliques ça en quelques En fait, tu as une convention fiscale hyper intéressante. Si tu as Ouais. une SCPI française, tu vas être assujetti du coup au revenu, enfin l'imposition sur les revenus fonciers. Tu as les prélèvements sociaux de 17,2% plus taux marginal d'imposition. Donc ça peut rapidement monter fort. Tu vois, le taux marginal peut être rapidement à 11, 30, 40, 45, plus 17,2. Et en fait, quand tu as une Pour SCPI, toutes les CPI. toutes les SCPI sur les revenus français. Donc Ouais. ça, c'est une SCPI qui investit en France. Ok. Si tu investis en Europe, tu vas pas payer les prélèvements sociaux. Donc ça déjà, tu gagnes 17,2%, c'est conséquent. Et en plus de ça, la SCPI va généralement payer un impôt dans le pays dans lequel elle va percevoir les loyers. Et alors, je schématise très simplement, mais en gros, ça te donne droit à un crédit d'impôt. Donc, par exemple, si elle paye 15% dans le pays A, ben, en fait, toi, tu vas pouvoir déduire les impôts déjà payés pour éviter de payer 2 fois les impôts, ce qui n'est pas idiot. Et donc, ce que ça implique, c'est qu'en fait, sur le rendement net de la SCPI, eh bien, tu vas payer beaucoup moins d'impôts que sur une SCPI française traditionnelle. Ah ouais. Si tu enlèves 17,2%, tu payes 15% en moins. Ça va vite, ouais. Ça va hyper vite, quoi. Tu Ouais. divises par 2. Par 2 ou 3, ouais. Ouais, par 2 ou 3, ton imposition. Ouais, c'est énorme. Et d'où l'engouement, en fait, ce que je te disais. Et donc, pour revenir sur ce gérant, en fait, ce qui s'est passé, et je pense que ça va. Alors, tu me diras, je pense que pour vous, il y a peut-être aussi un écho là-dessus. Ils se sont retrouvés à collecter énormément. Collecter, pour le jargon, entre guillemets, SCPI, c'est les volumes d'investissement promis par les clients, enfin, ou déjà investis par les clients. Et donc, vous vous en doutez, si les volumes d'investissement sont énormes, mais que les acquisitions en face sont trop faibles, ben, on se retrouve dans une situation très simple, c'est qu'on verse des loyers. On a, tu vois, typiquement 50 millions investis pour 100 millions des clients qui ont été mis initialement. D'argent collecté. Donc, en fait, les loyers que tu vas collecter sont faibles, donc ta performance n'est pas top. Donc là, c'était le cas de cette SCPI qui très rapidement en fait, a collecté 113 millions. Ils n'avaient que 60 millions d'acquisitions déjà réalisées, donc il fallait qu'ils investissent. Et donc, 2 exemples qui se sont produits. Ils sont probablement allés un peu vite, je pense, dans leur analyse. Comme souvent, tu vois, quand tu as La pression a fait que. ils ont acheté un premier lot, tu vois, à une autre SCPI en offrant à cette autre SCPI une plus-value de 14 millions, tu vois, sur un total investi de 55. Donc tu peux te demander quand même un tout petit peu, est-ce que c'était vraiment le bon prix, tu vois, ou est-ce qu'ils ont dû acheter quasiment avec le couteau sous la gorge. Donc ça, c'est une vraie interrogation. Est-ce que tu n'achètes pas trop cher parce que tu veux aller très vite et que tu dois investir? Et deuxième point, alors on n'a pas tous les détails là-dessus, mais ils ont également eu un litige avec une de leurs premières acquisitions et qui du coup fait qu'il y a eu des défauts de paiement. Et tout ça, en fait, en big picture, me fait dire, tu vois, comme souvent, si tu es sous pression pour investir, probablement. En tout cas, tu n'investis pas de manière parfaitement optimale, quoi. Ouais. Ok. Et ça arrive à des gérants totalement pros. Tu vois, on n'est pas en train de parler de. Tu vois, c'est leur métier de tous les jours de faire ça. Ouais, mais comme tu dis, je pense que pour bien investir, il ne faut pas être trop pressé ni trop lent. Il faut prendre le temps de bien se renseigner. Il faut être un sniper, quoi. Ouais, c'est ça. Il faut savoir saisir son moment. C'est ce qui est dur, honnêtement, c'est très dur. Parce que tu sais jamais vraiment quand est-ce que. Enfin, tu n'as pas une vision omnisciente sur le marché, donc tu vois une opportunité arriver, tu te dis, est-ce que je ne sais pas si tu en auras une mieux dans les 6 prochains mois, les 6 prochaines années. C'est compliqué, mais je pense qu'il faut revenir aux fondamentaux, quoi. Peut-être se définir une marge quoi, d'action, dire tiens, je ne sais pas, un actif au-delà de X% en plus que la valeur moyenne de marché, etc. Quoi. Je pense que des choses comme ça qu'on peut peut-être mettre en œuvre. Mais ça me fait penser à ce que tu me disais tout à l'heure, tu vois, sur les meilleurs actifs, c'est-à-dire qu'en gros, il y a un sujet de connaissance de son marché et local, parce qu'en fin de compte, le marché immobilier, tu ne peux pas le généraliser en disant le marché français. Ça n'a pas de sens, le marché. Tu as des dizaines de marchés au sein du marché français. Mais tu vois, tu me parlais de ça tout à l'heure en disant en fait, quand il y a des excellentes opportunités, il faut les sniper. C'est-à-dire qu'il faut avoir cette connaissance amont suffisante pour que quand l'opportunité passe, tu te positionnes tout de suite pour avoir le bon prix. Et c'est ça en fait qui est très difficile, c'est d'avoir ce niveau de familiarité pour ne pas être dans la précipitation. Mais quand tu as le bon truc à acheter, il faut l'acheter, quoi. Et vite. Ouais, à vrai dire, c'est un peu pour ça, tu vois, que moi j'ai investi que dans l'immobilier parce que je connais et bien sûr, moi on fait ça tous les jours chez Bivouac, donc, mais aujourd'hui je me lance pas, tu vois, dans de la crypto,
dans même des actions, j'en ai quelques-unes, tu vois, mais j'ai toujours rien investi en crypto, par exemple. Parce qu'en fait, j'ai le sentiment que j'ai pas mon muscle n'est pas entraîné, quoi. Je trouve que c'est un peu ouais, une métaphore qui me parle à moi, c'est-à-dire que il faut que tu t'entraînes, il faut que tu entraînes ton œil à savoir voilà, spotter un bon investissement. C'est quoi un bon investissement? C'est quoi un mauvais investissement? Comment se comporte le marché à cet endroit-là, etc. Et donc pour ça, il faut s'entraîner, quoi. Faut s'entraîner. Et nous, du coup, c'est ce qu'on fait chez Bivouac tous les jours. C'est ce que toi tu fais aussi en sélectionnant des CPI tous les jours. C'est pour ça que je trouve qu'il y a de la valeur ajoutée à être un intermédiaire comme ça. Parce qu'en fait, moi, c'est exactement un intermédiaire comme ça qu'il me faudrait pour la crypto ou même des actions. Je sais que ça existe, je ne prends pas le temps d'aller les interroger, mais s'il y en a qui nous écoutent et qui sont le Bivouac ou le Louvre Invest de la crypto ou de l'investissement boursier, venez me contacter. Parce que en fait, ouais, ça demande, c'est un métier, quoi. Ça demande de l'entraînement et de la pratique. Et je sais que voilà, moi, je passe par mes équipes, moi aussi je suis client Bivouac, on passe par nos équipes pour acheter à Rennes, à Lille, je ne sais où, parce que eux ils font ça de 8h du matin à 20h le soir, quoi. Et que c'est tous les jours, 5 jours sur 7. Bah, y a aucun doute, et tu vois, c'est marrant parce que moi, pareil, mais j'ai des cryptos et en plus, j'avais regardé un peu les projets à un moment où j'avais du temps. Et en fait, j'ai absolument pas suivi depuis 2 ans. Et en vrai, je pense que j'ai des trucs qui sont pourraves, quoi. Mais pas toutes, hein. J'ose espérer qu'il y en a quelques-unes enfin, des projets qui marchent encore bien. Mais en fait, ça demande un temps fou, quoi, d'aller regarder les projets. Et la plupart des gens ne l'ont pas. Et alors là, pour faire un petit peu d'autopromo, mais je sais que c'est vrai que c'est quand même un des trucs qui font que les gens investissent en SCPI, c'est qu'en fait, les gens se disent, ouais, mais moi, j'ai pas envie d'aller, tu vois, m'embêter, mais même sur aller signer avec un notaire, etc. En fait, de juste se dire, bah voilà, je mets 50 000 euros, la société de gestion a un track record de 30 ans, ok, bon bah voilà, je vais pas perdre mes billes, quoi. C'est clair. Bah, hyper intéressant. Bah, écoute, merci pour ce partage d'anecdotes, parce que voilà, on a parcouru quelques galères quand même, même commises par des professionnels, parce que c'est aussi ça la réalité, franchement. Même si tu t'entraînes ton muscle, c'est tellement spécifique, c'est tellement complexe. Bah, il y a parfois des heures, hein, voilà, ça arrive. La question, c'est d'en faire le moins possible. Hyper intéressant. Merci de nous avoir partagé ces quelques petites histoires de gérants de SCPI. Avant de se quitter, Clément, j'ai quelques petites questions pour toi quand même. Allez. Toi, t'es plutôt Lille ou Marseille? Marseille, mais je réponds principalement par rapport au climat. Ouais. Le soleil et les cigales. Ouais, j'avoue que ouais. Ah, tu vois, là on est typiquement, il fait bien gris aujourd'hui et ma tante habite à Bandol, donc c'est pas très loin de Marseille et c'est vrai que c'est cool. Ouais, je crois que Marseille c'est la ville la plus ensoleillée de France. C'est un truc de malade, on évite d'y penser, nous qui vivons aujourd'hui à Paris. Ouais, bon, peut-être il faudrait déménager, tu vois, c'est peut-être ça la conclusion en fait qu'on devrait. Je regarde en ce moment. Bah comme quoi, un mix entre peut-être Paris et Marseille. Voilà. Mais je ne veux pas pousser tout le monde à venir à Marseille, ça fera plus d'opportunités pour moi. Reste à Paris. T'as acheté ta résidence principale en Suisse ici, donc t'es parti pour un petit bout de temps. Ouais, je pense aussi là. Plutôt studio ou colocation? Coloc. Coloc, ok. T'as des colocs? Non, moi j'en ai pas, mon père en a. Okay. Ouais, lui ça se passe très bien. Et okay. En fait il en a acheté au Luxembourg et en fait il y avait un marché qui était hyper haussier pendant. Alors j'ai pas les dernières stats et j'avoue faudrait que je lui demande parce que je le suis pas de manière hyper précise, mais je sais que ces colocs ça marche hyper bien sur un marché où tu as beaucoup de jeunes, tu vois, alternants, stagiaires, etc. Plutôt quartier périphérique, barre d'immeuble, méga rendement ou belle pierre, hyper cher mais hyper bien placé? En investissement pur, bah moi je suis quand même assez cœur de ville, tu vois. Je pense que tu vois, on parlait de l'emplacement. En fait, il y a une question de rendement-risque, quoi. Il y a des endroits dans lesquels je pense que le risque de la baisse des prix est moindre, donc plutôt cœur de ville. Ok. Plutôt belle pierre, pas trop cher, parce que toi tu es un bon investisseur, bon chasseur. Mais, je sais pas si je suis un bon chasseur, mais en tout cas, tu vois, les investissements que moi j'ai fait, c'est plutôt très cœur de ville, c'est pas du tout périphérique. Quitte à avoir un peu de rendement en moins tu mises sur la plus-value et sur la sécurité peut-être. Exactement, et je te dis, tu as moins de stress en fait. J'ai par ailleurs d'autres trucs super risqués. Tu vois, l'immense majorité de mon patrimoine est aujourd'hui bloqué dans des actions Louvre. Peut-être que ça vaut le coup d'aller me déstresser sur le reste, quoi. Trop bien.
Ça stresse ces investissements aujourd'hui ouais, Aujourd'hui, les miens, Ouais, absolument pas. non. Et c'est d'ailleurs pour ça, tu vois, typiquement, que j'ai arrêté les trucs boursiers, etc. Parce qu'en Ouais. fait, ça me saoule de regarder, quoi. Ouais, ouais. J'aime pas le sentiment de se dire, mince, j'ai perdu, j'ai gagné. Les montagnes russes. Ouais, et Agréable, surtout, ouais. tu vois, c'est ce que tu disais, j'ai pas le sentiment d'avoir la capacité à influer de manière positive dessus. Donc en fait, je me dis, bon, bah ok, j'ai acheté du Nasdaq et du S&P, ça dépend juste pas de moi. C'est probablement rationnellement un bon truc à faire, mais émotionnellement, c'est difficile, quoi. Ok. Ouais, faut l'acheter, puis vraiment le Ouais, le foutre dans un coin. tu le regardes plus jamais, et 15 ans plus tard, tu rouvres et tu dis, ah tiens, C'est ça. j'ai ça, quoi. Il y a combien? Ouais. Ok. Et justement, si on remontait dans le temps, qu'est-ce que tu te dirais à l'investisseur que tu es devenu? Voilà, qu'est-ce que tu dirais à Clément 10 ans en arrière? Est-ce que tu as un conseil que tu auras envie de te donner? Est-ce que tu commencerais par faire quelque chose différemment? Écoute, le seul conseil que je pourrais potentiellement, enfin j'imagine là maintenant, c'est de me dire, est-ce que ce serait pas pertinent de passer un peu plus de temps et d'acheter quelques apparts en plus par rapport à ce que tu avais fait, potentiellement, tu vois. Bon, après, évidemment, avec une vision omnisciente, tu vois, je saurais que les taux remontent, etc. Donc tout ça aurait un impact. Mais en soi, j'ai quand même eu le sentiment d'avoir fait les trucs très tôt sur lesquels j'avais envie de me positionner, sur lesquels je suis toujours content de m'être positionné. Donc pas d'erreur majeure là-dessus pour l'instant. Tu achèterais juste plus d'appart Ouais, je en pense. locatif classique ou Airbnb Bah, en fait, j'ai été salarié pendant très peu de temps dans ma carrière en tout. Et je pense que j'aurais plus profité de ce moment-là parce qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile pour moi d'emprunter. Tu vois, même la résidence principale, honnêtement, c'était une véritable galère de trouver une banque qui nous finance. Ok. Donc ouais, je me dirais, bah écoute, profite de ce moment où en fait les banques sont assez favorables. Maintenant, c'est plus le cas. Va chercher du crédit, quoi. Tant que tu peux. Voilà. Ouais, je pense. Et tu vois, surtout, c'était une époque où les crédits étaient, je sais pas, aux alentours de 1%. C'était beau, quoi. Ah, c'était une époque. Ouais. Bon, et puis une dernière question avant de se quitter. Clément, si je te donne là, 10 millions d'euros pour acheter n'importe quoi en immobilier, t'achètes quoi? T'achètes 10 millions d'euros de parts de Louvainvest ou tu te fais kiffer avec un autre truc? C'est excellent comme question parce que tu vois, je me pose souvent cette question. Et de manière un peu incidente, on a un truc sur l'app qui s'appelle le Top Louvre où tu vois nos plus gros investisseurs. Et le plus gros investisseur, il a dû mettre, je crois, 1,3 million ou 1,4 million. Et tu vois du coup aussi les loyers qui touchent. Et en vrai, je me suis toujours dit, tu vois, si effectivement un jour je gagne 10 millions comme ça, j'investis, je pense, entre 1 et 2 millions effectivement en part de SCPI pour me créer un peu cette base. Tu parlais de la retraite, bah voilà, je me crée ma propre retraite, ça y est, c'est fini. Et maintenant, ma vie, c'est que de faire des trucs marrants. Et en vrai, avec le reste, je sais pas, tu vois, je pense que peut-être, je me rachète une résidence principale plus grande, peut-être une maison de vacances, mais en vrai, je saurais pas trop te dire. Pourquoi pas une piste, un aérodrome en Charente-Maritime? Ouais, l'aérodrome, je suis pas sûr, tu vois, je sais pas, peut-être juste une route. Non, mais en vrai, c'est une excellente question parce que je me suis déjà posé cette question, tu vois. Et au-dessus de 4, en fait, je sais pas trop ce que j'en ferais. J'imagine, comme tout le monde, tu vois, je mettrais plus en fait en SCPI et j'aurais plus de rendement. Mais en fait, tu sais, on parle souvent du FIRE, c'est le moment où tu peux arrêter de travailler. Ben, il est pas hyper élevé pour moi, tu vois, avec quelques milliers d'euros par mois, je pense que c'est bien et c'est cool, quoi. Donc, j'ai pas de réponse hyper claire, en fait. Ok. J'ai pas de rêve d'achat comme ça que j'aurais. Toi, c'est quoi ta réponse à ça? Ah, mais moi, c'est marrant parce que je pose cette question depuis quelques épisodes déjà et j'attends toujours quelqu'un qui va me dire ouais, moi je vais acheter une grosse baraque sur la côte d'Azur, tu vois. Et oui, moi j'ai quelques projets. Acheter une maison en Grèce par exemple, tu vois. Et ça, tu n'as pas besoin de 10 millions en soi, parce que c'est pas hyper cher. Non, c'est pas si cher que ça, mais ouais, donc 10 millions, ouais, bah pareil, j'achète des immeubles, je pense que je vais venir aussi te voir acheter quelque part de SCPI, parce que je suis convaincu de ton produit, de cette classe d'actifs aussi. Bah, tu vois, t'en mets 1 million, t'es tellement tranquille, tu fais 5% de rendement, t'as rien à faire. C'est top, quoi. Ouais, ça c'est une certitude. Alors j'ai le droit d'acheter que de l'immobilier, donc je peux pas investir dans rien d'autre. Non, ouais, je pense que moi j'achète je suis fan de chaînes YouTube, de gens qui rénovent des châteaux. Et tu peux regarder la vidéo en accéléré. Je sais pas si tu es déjà perdu là-dessus, mais c'est addictif, pour moi en tout cas.
Je pense que ouais, je fais ça. Quoi. Ah, type monument historique, quoi. J'achète un beau patrimoine, un truc. Et quoi, tu le revends après ou tu le. Non, je pense que je l'exploite, j'en fais un lieu de mariage. Incroyable, un lieu de mariage, un hôtel. Je sais que même si c'est peut-être pas le plus rentable qui existe ou pas, mais je crois que ça me ferait vraiment kiffer d'avoir un lieu comme ça, magnifique, où déjà t'es fier de pouvoir en jouir un petit peu, tu vois, pour en profiter, d'aller quelques temps le week-end, passer des semaines aussi l'été en famille, avec les amis, etc. Et puis ouais, alors, moi j'ai une déformation professionnelle, c'est que dès que tu peux pas m'empêcher d'aller à un endroit et de regarder toutes les annonces. Et j'ai une liste, je tiens une liste, une to-do list avec toutes les adresses exactes de baraques que j'ai vues dans ma vie, que j'ai envie d'acheter un jour si j'en ai les moyens. Donc il y a un château en Bretagne, une maison en Grèce comme tu disais, une maison dans le sud, un très beau chalet à Autlus dans le Beaufortin, faire plein de ski hiver, voilà. Je les dépenserai, il n'y a pas de souci. Ah ouais, écoute, non mais c'est top, effectivement. J'ai ma liste que je peux dégainer, même 80 manqués. Ouais, bah, ou 10 millions. 10 millions. Ouais, c'est ça. Mais c'est marrant parce que moi j'ai un peu la même liste, mais c'est pas exactement, c'est pas pour acheter les biens, c'est en fait à chaque fois que je vais quelque part, je me dis, tiens, est-ce que j'aimerais bien vivre ici, tu vois. Et je sais pas pourquoi, mais ça fait, je pense, 8 ans que je me pose cette question, mais je peux aller vraiment dans des endroits totalement random, tu vois, genre je vais visiter un pote tu vois, dans la campagne, et je me dis, est-ce que je m'imaginerais ici? Et c'est marrant parce qu'en fait, il y a, la réponse est 95% des cas, la réponse est non, tu vois. Okay. Et j'ai toujours pas vraiment trouvé dans. Alors moi, je suis grandi à Paris. Ouais, et Paris, c'est toi. Et ben moi, j'aime bien Paris, quoi. Ouais. Enfin, je suis bien pour l'instant. Ouais. Mais il n'y a pas de honte à ça. Non, il n'y a pas de honte, mais tu vois, c'est pas fun, quoi. Je me dis, mince, il y a des gens, ils ont des projets de ouf et tout, et moi, je suis content là où je suis, quoi. T'as peut-être trouvé chaussures à ton pied. Ouais, peut-être, ouais. Ok, bah écoute, génial. Moi, j'ai adoré cette interview. Merci Clément de nous avoir partagé toutes ces anecdotes. Bah, de rien, merci à toi, Martin, c'était un plaisir aussi. Et très content d'en savoir un peu plus sur toi et ce que vous faites chez Louve Invest, hyper intéressant. Donc, je vous incite à aller regarder pour ceux qui ne connaisseraient pas déjà Louve Invest, L-O-U-V-E, Invest. INVEST. INVEST.com. .com, ouais, voilà. absolument. Où est-ce qu'on te contacte, où est-ce qu'on te trouve? On va directement sur le site de Louve Invest. Écoute, louveinvest.com, tu peux créer un compte en ligne directement, ouais. Tu as des infos de contact en bas de la page. Sinon, sur LinkedIn, vous pouvez me suivre, Clément Renaud, donc Louve Invest, vous devriez me trouver assez. J'ai un nom assez commun, mais vous devriez quand même me trouver. Voilà, c'est les deux endroits principalement. Génial. Merci à toi et puis à la prochaine. Merci Martin. Salut. Ciao.